Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un univers passionnant, celui de la biologie industrielle. Dans cette galaxie, impossible de faire l'impasse sur cette pépite lyonnaise, bioMérieux. C'est une aventure familiale, entrepreneuriale et scientifique au service de la santé et de la médecine. Pour nous ouvrir les coulisses de cette entreprise et de sa culture learning, nous recevons aujourd'hui Alexia de Monterno, directrice de Mérieux Université. Alors bonjour Alexia, vous avez un parcours qui est très riche. Je crois que vous avez d'abord débuté au sein de la direction de Sciences Po, c'est bien ça ? Alors c'est vrai que j'ai un parcours qui est essentiellement dans l'enseignement supérieur, puisque j'ai travaillé 10 ans à Sciences Po, en formation initiale, et puis surtout en formation continue les dernières années, où j'ai, sous l'impulsion de Richard Descoings, nous avons beaucoup développé et redéployé ce département qui pendant des années, c'est un trait de caractère assez français, était considéré comme une sous-activité. Et quel était le constat de départ, en fait? Il y avait une nécessité finalement de capitaliser de plus en plus sur la formation continue? Je pense qu'au départ, d'abord, il y avait une conviction forte chez Richard Descoings, qui est que l'éducation, c'est pour tous et c'est tout au long de la vie. Une deuxième conviction, c'est que dès lors que vous proposez de la formation continue pour un établissement d'enseignement supérieur comme Sciences Po, c'est un vecteur d'image, et donc l'image doit être forte, porteuse de sens et de valeur. Et le troisième constat, c'était que si par ailleurs la formation continue pouvait être profitable et rapporter un peu d'argent, eh bien c'était aussi bien. Bien sûr. Et aujourd'hui, on le voit, 10 ans plus tard, la formation continue de Sciences Po est très reconnue sur le marché. Oui, tout à fait. Ça a continué à être bien développé et puis surtout réorienté vers les besoins des grandes entreprises. Là où au départ, on attendait Sciences Po plutôt sur les besoins des collectivités locales. Il y a eu un très gros travail de fait, de redéploiement, de repositionnement, de refonte de l'offre. Et je pense que 10 ans après, oui, on est au niveau attendu d'une école comme Sciences Po. Et alors après, du coup, ces 10 premières années sur cette mission de modernisation et de développement, là, je crois que vous changez carrément d'univers, vous bifurquez sur un autre monde. Oui, j'ai rejoint l'Institut Montaigne, qui est un think tank dédié aux politiques publiques. Donc, j'ai surtout rejoint une équipe, puisque à l'époque, l'Institut Montaigne était encore présidé par son fondateur, Claude Bébéar, et dirigé par Laurent Bigorgne, avec qui j'avais longuement travaillé à Sciences Po. Et c'est vrai que j'avais envie de travailler dans une petite entité, très orientée donc vers la proposition de politiques publiques pour nourrir le débat public qui, en France, ma foi, est souvent un peu complexe. On a un peu de mal en France avec les faits et les chiffres. On a du mal à se mettre d'accord sur un diagnostic avant même de se disputer sur d'éventuelles solutions de politique publique. Donc c'était un sujet qui m'intéressait particulièrement. Oui. Et là, vous étiez en charge d'un volet en particulier ? Alors, comme directrice adjointe, j'étais co-responsable de la levée de fonds auprès des entreprises et aussi de la bonne qualité des études et des notes que nous publions nous portions dans le débat public. Et puis, j'étais plus particulièrement en charge des groupes de travail qui touchaient aux questions de financement de l'économie, de fiscalité, de logement, de transport. Et alors ensuite, Alexia, je crois que vous partez à Lausanne dans le cadre de l'expatriation de votre mari, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis arrivée à Lausanne il y a 5 ans et j'ai rejoint la Haute École pédagogique du canton de Vaud, qui est l'école qui forme tous les enseignants du canton. Et ce qui était intéressant, c'était de se replonger comme ça dans les questions de pédagogie, et on le sait peu, mais qui a fortement évolué au cours de ces 10-15 dernières années, sous l'impulsion de l'avancée des neurosciences. On sait maintenant comment on apprend, comment le cerveau apprend. On sait la place du jeu, on sait la place de l'émotion, du corps, de la répétition. Et donc ces sujets de pédagogie qui étaient peut-être un peu idéologisés il y a encore quelques années, ont repris vraiment une vigueur toute particulière. Donc c'était particulièrement intéressant d'être là à ce moment-là. Et juste après cette étape, c'est l'ultime moment, vous arrivez donc à la tête de Mérieux Université aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement comment fonctionne cette université ? Alors Mérieux Université, c'est l'université d'entreprise du groupe Mérieux. Le groupe Mérieux, c'est un groupe d'environ 20 000 collaborateurs. Alors, c'est vrai que l'entreprise est d'origine lyonnaise, mais c'est un groupe qui s'est fortement internationalisé et qui est maintenant présent dans le monde entier. Le navire amiral du groupe, c'est bioMérieux, que l'on connaît bien maintenant puisque c'est un des spécialistes mondiaux du diagnostic in vitro. Et je pense que maintenant
tout le monde a bien en tête la valeur d'un test dans l'acte médical, mais il y a aussi d'autres entités au sein du groupe, comme Mérieux NutriSciences, ABL et Transgène. Et nous sommes vraiment au service de la totalité du groupe. Donc notre but, c'est de concevoir, de développer, d'animer des formations pour l'ensemble des salariés sur l'ensemble des régions. Formations, que ce soit en leadership et management, mais aussi beaucoup de formations métiers au sein d'académies que nous avons structurées et déployées. Et nous avons également une activité de coaching. Et enfin, et c'est une des spécificités de l'université, nous avons des formations en microbiologie pour les clients de Biomérieux, qui correspond au fond à une des missions phares de l'Institut, qui est aussi de participer à l'éducation globale en matière de santé publique. Donc on voit finalement 3 grandes missions: former, développer et participer à la transformation. Alors, on va s'intéresser un peu plus d'un point de vue opérationnel au fonctionnement de l'université. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes une business unit autonome? Est-ce que vous avez un statut juridique à part? Oui, l'université a été créée sous forme de SNC, Société en nom collectif. Donc on est une business unit totalement autonome. Alors évidemment, nous sommes un centre de coût. Nous n'avons pas vocation à déployer nos formations fortement en dehors du groupe. Et nous travaillons en étroite collaboration avec l'ensemble des entités pour concevoir les formations dont ils ont besoin aujourd'hui et dont ils auront besoin également demain. Et du coup, vous êtes une équipe à peu près de combien de collaborateurs et vous, surtout, vous êtes basé où? Alors, nous sommes 20 personnes en France et j'ai également 4 personnes basées aux États-Unis. Et je dirais que l'université est un peu à l'image du groupe. C'est-à-dire que à la fois, nous sommes fortement ancrés puisque nous avons un site dédié qui est d'ailleurs magnifique à Moncelard, qui est dans l'ouest lyonnais. Et en même temps, nous sommes déployés à l'image de l'ensemble du groupe et donc nous avons des hubs de formation à Shanghai, à Rio et à Durham, en Caroline du Nord. Oui, donc c'est intéressant, vous avez à la fois un ancrage très français à Moncelard et puis en même temps vous rayonnez au niveau international. Justement, intéressons-nous à votre culture. Alors le groupe Mérieux, on le voit, c'est une entreprise familiale, française, mais avec un rayonnement qui est international. Et quel est l'impact justement sur votre approche du learning? Alors chaque fois que nous réfléchissons à une formation, effectivement, il faut avoir d'entrée de jeu que c'est une formation qui doit intéresser la totalité du groupe. Une partie des formations reste au sein de chaque entité, des formations qui sont très spécifiques à des process, à des produits, des logiciels qui vont être propres à une des entités. Ça doit rester au plus près du métier, au plus près du terrain. En revanche, nous avons vocation à déployer, à être le support au fond de l'identité, de la culture, des valeurs du groupe, et donc à nous intéresser aux formations qui vont avoir une dimension globale, interentité et interrégion. Donc c'est une réflexion qui est constante, qui est pas toujours évidente à mener. Souvent, ça soulève pas mal de questions de répartition des périmètres, de qui doit faire quoi, qui est le mieux placé pour faire quoi. Mais c'est assez stimulant parce qu'on doit chaque fois penser à un niveau, justement, sortir de notre histoire et de notre géographie lyonnaise pour nous intéresser à la totalité du groupe. Et du coup, Alexa, j'imagine le corollaire également, c'est la nécessité de mettre à disposition vos formations dans un minimum de langues. Le minimum, c'est au moins 2 langues, français et anglais, mais très naturellement, on propose nos formations en 5 ou 6 langues, ce qui pose pas mal de questions d'ailleurs, dès lors qu'on doit former des personnes en local qui ne maîtrisent pas forcément très bien l'anglais, comment on déploie nos formations, ça c'est toutes les modalités de formation sont toujours effectivement un sujet dont il faut tenir compte. Ouais. Et alors, on va se remettre un peu dans le contexte actuel qui est celui de la crise du Covid-19. Alors, cette crise sanitaire a mis justement en avant l'enjeu de digitaliser la formation. Quelle était votre maturité sur ce sujet? Alors, elle aurait pu être meilleure, pour être tout à fait honnête. Alors, on a quand même depuis un certain nombre d'années déployé des plateformes numériques, notamment en termes d'apprentissage des langues. On travaille avec un prestataire qui s'appelle Speaks. Également dans l'apprentissage des outils informatiques, avec une plateforme Vodéclic qui était donc parfaitement déployée et très utilisée. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte tradition au sein du groupe de formation en face à face, de formation en présentiel, assez classique dans son déroulement.
Cela va aussi de pair avec le fait que beaucoup de nos formations sont faites en interne. On a des formateurs occasionnels qui sont des collaborateurs du groupe, qui forment d'autres collaborateurs. Et je crois justement que vous, votre stratégie, ça a été d'éviter un peu ce mouvement de précipitation qu'a posé cette crise sanitaire et d'éviter à tout prix un effet un peu quick et dirty en lançant à tout va une digitalisation à marche forcée de la formation. Depuis quelques mois, on a lancé un appel d'offres assez important au niveau mondial, justement pour sélectionner des prestataires de formation digitale, avec au fond l'idée que il faut effectivement sur ce sujet être assez prudent et éviter, comme vous dites, le quick and dirty, parce que je pense que ça ne sert à rien de mettre à disposition trop de formations. Les gens ne s'en saisissent pas. Enfin, en tout cas, c'est un risque assez fort. Et du coup, ça donne des arguments, j'allais dire, aux contempteurs du numérique qui disent, voyez, ça marche pas. Vous voyez, les gens ne s'en saisissent pas. Du coup, notre stratégie, elle était à la fois de sélectionner très, très soigneusement les prestataires, prendre des gens qui nous correspondent, avec des contenus de formation qui viennent enrichir, soutenir, étoffer nos propres formations et qui correspondent aux mêmes valeurs et contenus que nous disposons actuellement. Un deuxième élément, c'est que nous souhaitons sélectionner soigneusement d'abord des populations cibles que l'on choisit, que l'on accompagne, auprès de qui on communique, et ensuite, dans un troisième temps, évidemment, d'évaluer les effets de la formation. Donc cette stratégie-là, on continue à la porter, parce que nous y croyons très fermement. C'est vrai que la crise a un peu bousculé notre agenda, et que du coup, nous avons procédé en 3 temps. Tout d'abord, on a mis à disposition très rapidement, parce que c'était une demande forte, j'allais dire de l'offre, de la formation sur l'ici et le maintenant, comment on gère la crise. Donc on a mis à disposition des formations, effectivement, comme sur comment je gère mon équipe à distance, comment je m'organise, comment je gère mon stress, comment je fais avancer mes projets, comment je continue à communiquer, voilà, des formations un peu immédiates de crise. Dans un deuxième temps, nous avons également accéléré la mise à disposition de formations sur les compétences du nouveau leadership model qui est en train de se déployer dans le groupe, parce que la demande était forte. Et le troisième temps, c'est notre stratégie telle que je vous l'ai décrite un peu plus haut, qui finalement arrive là à bout touchant, comme on dirait en Suisse, et qui va se déployer à partir du mois de mai. Mais sur ce troisième volet, nous n'avons pas souhaité accélérer outre mesure, parce qu'il nous semble encore une fois que la qualité va avec une certaine réflexion. Certes, il y a une pression, certes, il y a une crise, mais si on veut que le numérique soit un vecteur de transformation profond de la culture de l'apprentissage au sein du groupe, il faut procéder par étapes et par population cible, comme je vous le disais. Très clair, Alexia. Donc on le voit, une stratégie qui a été qualitative et sélective. Alors on va s'intéresser maintenant un peu plus à votre mode de management. Alors je sais que votre équipe a basculé en télétravail. Quel type de bonnes pratiques vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a des outils que vous avez choisis en particulier? Comment vous fonctionnez? Alors oui, on a basculé comme la France entière assez radicalement et assez rapidement dans le télétravail, qui est un exercice assez complexe, un exercice aussi de résilience. Alors c'est vrai qu'on a été beaucoup aidé par la culture du groupe, par les valeurs du groupe. Pour le coup, on retrouve vraiment l'essence d'une entreprise familiale dans ces situations-là, puisque le premier message qu'on a reçu du groupe Mérieux, c'est quelle que soit votre situation, travail, télétravail ou incapacité à travailler, nous ne recourrons pas au chômage partiel, les salaires sont assurés. Ce qui importe avant tout, c'est bien sûr votre sécurité physique et votre sécurité psychologique. Et je pense que ça, c'est extrêmement important d'avoir cette sensation que voilà, on fait partie d'un groupe qui est là, qui nous soutient. Et ça a été très important, je pense, pour atténuer l'anxiété des premières semaines, qui, je pense, a légitimement saisi un peu tout le monde. Bien Ensuite, sûr. dans le management d'équipe au jour le jour, ce qui est important, je pense, c'est d'instaurer une communication la plus ouverte possible. C'est évidemment vrai en temps normal, c'est encore plus aigu en temps de crise. Et c'est pas évident. Donc nous, on a utilisé des outils très simples, type Webex et Teams, avec le maintien de réunions assez formelles, telles qu'on aurait pu les concevoir et les organiser en temps normal, et puis aussi des canaux de communication plus informels,
L'équipe se connecte les matins pour une petite météo du groupe et individuelle. Ce qui me paraît important, c'est que ça nous permet aussi de repérer les signaux faibles, les gens dont on sent que c'est un peu plus compliqué. C'est très important parce que ça, il y a un vrai sujet effectivement qui émerge en ce moment, c'est celui de la santé mentale au télétravail. Donc là, finalement, c'est un peu votre façon de le baromètre du matin, prendre un peu l'humeur. Exactement. Et puis on avait instauré un groupe WhatsApp pour une communication plus informelle. Et sur cette question de la santé mentale, c'est effectivement important puisqu'au fond, chacun se retrouve confronté à ses propres fragilités, sa propre anxiété, que ce soit en raison d'une vie familiale qui est ce qu'elle est, ou d'une solitude qui est plus ou moins apprivoisée. Donc c'est vrai que la notion de groupe est importante, la notion de résilience collective est importante, et ça, je dirais que ça renvoie aussi à ce que vous avez pu créer avant. C'est pas évidemment en période de crise que vous créez une équipe solide, soudée, coopérative, ouverte. Et moi, ma grande chance, c'est que mon équipe était comme ça avant, et que je crois que le collectif a plutôt bien résisté pendant ces premières semaines peu anxiogènes. Et Alexia, si on prend un peu de recul justement sur cette crise, quelles sont selon vous les choses qui vont changer au travail? Est-ce que vous avez des décisions que vous souhaitez accélérer? Est-ce que vous avez pris un peu de recul sur votre discipline? Alors ça, c'est un des sujets les plus compliqués à anticiper. Je pense qu'on va de toute façon devoir accélérer si je reprends les questions de formation, accélérer sur évidemment le contenu mis à disposition en ligne, être plus agile, plus créatif dans ces domaines, produire nous-mêmes sans doute du contenu digital, ce à quoi pour l'instant on ne s'était pas totalement résolu. Je pense qu'il y a un cap qui va devoir être franchi. Et puis en termes de management, je pense que c'est ce qui ressort un peu de tous les témoignages, c'est que le télétravail est quand même en train de s'ancrer assez durablement. Et c'est vrai que s'il est souhaité, s'il n'est pas subi, c'est un mode de travail qui peut être vraiment performant. Excellent. Et bien écoutez, merci beaucoup Alexia de Monterno pour ce témoignage très enrichissant. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour notre prochain épisode, nous changerons totalement de monde puisque nous partirons chez Canal+, rencontrer Brice Villuendas, le directeur du développement et de la transformation du groupe. À très bientôt, amis de la RH.